vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, veut interdire les listes communautaristes aux élections. Il va déposer une proposition de loi pour, dit-il, contrer ce qui est une forme de sécession. On en parle avec le sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous allons à votre rencontre. Cette semaine, nous serons dans le Lot, à la rencontre d'agriculteurs, alors qu'une journée nationale de mobilisation est prévue demain. Et puis enfin, le Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons entre autres de la loi engagement et proximité. C'est la loi sur le statut de l'élu. Le Sénat a désormais terminé l'examen du texte. Le vote solennel aura lieu demain. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 21 octobre. Retour à la normale annoncé pour la journée d'aujourd'hui à la SNCF. Depuis vendredi, les cheminots font valoir un droit de retrait. Le gouvernement, lui, dénonce une grève sauvage. Le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, annonce que tous les billets seront intégralement remboursables. Autre annonce, la création d'un fonds d'indemnisation d'1 million d'euros pour les voyageurs qui ont subi des dommages exceptionnels. Brexit, le feuilleton sans fin. Le Parlement britannique a reporté samedi son vote sur l'accord conclu entre Boris Johnson et l'Union européenne. Le vote devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Le gouvernement britannique promet un Brexit au 31 octobre. L'Union européenne, elle, ne se prononce pas sur un éventuel report de la date butoir. Et puis les salariés de General Electric doivent se prononcer aujourd'hui à main levée sur le plan social proposé par la direction. Samedi, une manifestation de soutien aux salariés a réuni 2600 personnes. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Seine-Saint-Denis, siège au groupe Les Républicains et vice-président du Sénat. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par ce mouvement social à la SNCF. Les cheminots qui parlent d'un droit de retrait, le gouvernement qui dénonce une grève sauvage. Est-ce que pour vous, ce mouvement social est justifié ? Oh, je pense qu'on est clairement dans l'abus de droit. Effectivement, qu'un certain nombre de questions se posent et que les syndicalistes veuillent en débattre, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, le moyen qu'ils ont choisi, qui pénalise des millions de Français au début des vacances scolaires, franchement, ça n'est pas acceptable. Voilà. Donc, abus de droit, vous dites. Oui, abus de droit, parce que le droit de retrait, il est quand même très encadré et considéré que partout en France, effectivement, on pourrait stopper le travail sans préavis pour effectivement manifester son opposition à une situation. Et à un incident qui a été relativement grave, je n'en disconviens pas, mais ceci étant dit, ce ne sont pas des méthodes. Et je rêve du jour où, dans ce pays, on pourra avoir effectivement un dialogue social et des relations employeurs-salariés qui soient beaucoup plus apaisées et responsables que cela. Pour vous, le gouvernement a raison de parler d'une grève sauvage, c'est ça ? Ah oui, je pense qu'il a tout à fait raison, oui. Est-ce qu'il faut revoir, vous parlez de ce droit de retrait, c'est ce que les cheminots invoquent pour ce mouvement social. Est-ce que pour vous, il faut revoir ce droit de retrait, il faut revoir les conditions ? Je pense qu'il va falloir préciser les choses. Alors je ne sais pas si effectivement des procédures seront engagées, c'est ce que j'ai cru comprendre dans la bouche de Guillaume Pepy et également du Premier ministre. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir clarifier les choses parce qu'on ne va pas pouvoir l'invoquer à tout bout de champ pour désorganiser complètement le pays. Ça n'est pas acceptable. Quand vous dites je ne sais pas si des procédures sont engagées, ça veut dire que vous êtes pour des sanctions contre ces cheminots qui ont exercé le droit de retrait ? Moi, je pense qu'à partir du moment où, effectivement... Vous savez, on a mis très longtemps dans ce pays, concernant les transports, à obtenir un minimum de choses, et notamment un service minimum et l'information des usagers, pour que chacun puisse réagir avec un préavis de grève. À partir du moment où on détourne une procédure et qui a conduit à ce qu'on a pu constater ce week-end, ça n'est pas acceptable. Et il y a un moment où chacun prend ses responsabilités. Si certains veulent s'exonérer de ce que leur impose la loi et les réglementations, ils en assumeront les conséquences. Les cheminots qui manifesteront à partir du 5 décembre contre la réforme des retraites, est-ce que vous comprenez là aussi l'annonce de ce mouvement social avant qu'on ne connaisse le détail de cette réforme ? Écoutez, le droit de grève est garanti dans ce pays. Et à partir du moment où, effectivement, on va respecter un certain nombre de procédures, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais plus généralement, sur cette réforme des retraites, on voit bien comment le gouvernement est très mal embarqué. Et d'ailleurs, on a vraiment le sentiment qu'il commence à en prendre conscience.
Et cela, il y a une explication toute simple, c'est que pendant la campagne des présidentielles en 2017, le président de la République, enfin alors candidat, n'a pas dit la vérité aux Français. Il a d'abord dit, il n'y a pas de problème, il n'est pas nécessaire de toucher à l'âge, les régimes vont être équilibrés, etc. On voit bien qu'aujourd'hui que c'est faux, on nous annonce 10 milliards de déficit dans 2 ans ou 3 ans. Et puis après, on nous a vendu une réforme égalitaire qui ferait quasiment pas de perdants et beaucoup de gagnants. Et plus on creuse et plus on s'aperçoit que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc le gouvernement va maintenant se trouver confronté à une très grande difficulté, c'est que les Français, effectivement, sont en train de se rendre compte que cette réforme va faire énormément de perdants. Donc voilà, donc on va se trouver dans une situation, à mon avis, extrêmement difficile. Donc si on comprend bien, vous ne soutenez pas cette réforme? Qu'il faille une réforme des retraites, c'est certain. Qu'il faille cette réforme-là des retraites, ça c'est autre chose. Parce qu'on voit bien que, et on sait que c'est difficile, je ne vais pas vous dire le contraire, les régimes spéciaux, il va bien falloir traiter le problème à un moment donné. Donc oui à leur suppression. Je pense que oui, il faut aller vers leur suppression parce que ça n'est plus acceptable étant donné ce que ça coûte. Et on ne peut pas continuer à demander uniquement au secteur privé et aux salariés en général de financer au travers de leurs impôts le maintien de régimes qui n'ont, pour une grande majorité des gens concernés, plus de raison d'exister. Donc il faut aller vers une réforme. Mais le gouvernement s'y est très mal pris en n'ayant pas le courage d'expliquer aux Français qu'effectivement, il va y avoir des difficultés et il va falloir travailler plus longtemps. Donc là, le gouvernement s'est piégé lui-même. Et voilà ce qui va créer, à mon avis, une grande difficulté. Mais vous nous dites qu'il ne fallait pas cette réforme. Ça veut dire qu'il ne fallait pas de réforme systémique, qu'il fallait uniquement toucher aux paramètres, à la durée de temps de travail, à l'âge de départ moi, je pense qu'il faut peut-être les deux, mais si ce n'est que ce régime par points qu'on nous a vendu comme étant égalitaire, le même pour tous, on voit bien qu'il va faire énormément de perdants. Et on a aussi le sentiment... c'est à peu près clair, qu'on va utiliser les réserves des différents régimes pour venir, j'allais dire, boucher le trou des autres régimes. Et le gouvernement continue à prétendre le contraire, si ce n'est que les Français n'y croient pas, et je n'y crois pas non plus. Donc vous dites clairement, le gouvernement ne dit pas la vérité, le gouvernement... Il n'a pas dit la vérité, et maintenant il est coincé. Alors, le fait, en plus, on voit bien, une réforme aussi sympathique que celle-là, telle qu'elle a été présentée, maintenant on nous annonce qu'elle sera présentée après les élections municipales. Écoutez, le gouvernement s'est piégé lui-même et il va avoir du mal à en sortir. Après les élections municipales, vous y croyez? Il y en a qui ne croient pas à ce calendrier. Est-ce que vous dites oui, elle sera présentée avant l'été, elle sera votée avant l'été, comme s'engage le Premier ministre? Tout est possible et plus on va approcher de 2022 et moins la volonté réformatrice de ce gouvernement sera évidente. On l'a déjà vu sur un certain nombre de sujets et notamment sur le budget qu'on nous propose. Donc vous dites encore, le gouvernement peut reculer? Bien sûr qu'il peut reculer. Le gouvernement qui pourrait différer, sur le fond, qui pourrait différer l'entrée en application de cette réforme. Pour le moment, elle doit concerner la génération née en 1963. Ça pourrait être celle de 64, de 65, voire après. Est-ce que ça, déjà, c'est un premier signe de recul pour vous? Bien sûr que c'est un premier signe de recul, mais il va bien falloir équilibrer, parce que c'est quand même ça l'objectif premier. Il va falloir monter un régime qui va pouvoir permettre de ne plus générer de déficit. C'est quand même ça l'idée de départ. Et on voit bien qu'avec la dégradation de la situation et ces 10 milliards à trouver d'ici 2 à 3 années, il va falloir toucher aux paramètres. Et le gouvernement avait toujours dit qu'il n'était pas nécessaire de toucher aux paramètres. Donc, il y a une vraie difficulté. Allez, l'autre sujet, c'est ce débat sur le voile. Hier, Bruno Retailleau, dans le journal du dimanche, Bruno Retailleau, c'est le patron des sénateurs Les Républicains, dit qu'il va déposer une proposition de loi pour l'interdiction des listes communautaristes aux élections. Est-ce que vous soutiendrez cette proposition de loi? Écoutez, il y a un vrai sujet. C'est déjà le cas en Seine-Saint-Denis où lors des élections passées, on a vu effectivement fleurir un certain nombre de listes ou de candidats qui manifestement n'avaient pas en partage les valeurs de la République. La question sur ce sujet, ça va être la qualification juridique de ces listes ou de ces candidats. Et là, c'est d'une extrême difficulté. Et même lorsque nous l'aurions qualifié, je pense que certains seront suffisamment habiles pour contourner le cadre juridique que nous aurons pu instaurer. Donc il y a un vrai problème, et Bruno Retailleau a tout à fait raison de le poser. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va le traiter? Et ça veut dire que sa proposition de loi ne pourra pas se traduire dans les faits, dans la réalité? On va regarder effectivement comment juridiquement il est possible de le traduire. Je souligne simplement qu'on a une vraie difficulté juridique. À l'heure actuelle, les conseillers municipaux ne sont pas soumis à une obligation de neutralité religieuse. Pour vous, il faut changer ça?
Écoutez, dans l'espace politique, effectivement, la neutralité religieuse devrait s'imposer naturellement. On voit bien aujourd'hui que certains ne l'entendent pas de cette manière-là, et il y a un vrai problème pour notre République. Vous savez, la République, quand on regarde un peu ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, ça a été un combat d'une extrême violence. On peut le regretter d'ailleurs, hein, à l'époque, un combat d'une extrême violence pour parvenir à ce consensus qui a été trouvé en 1905. Il faut regarder l'histoire, hein, pour voir combien les catholiques ont été à l'époque, effectivement, se sont sentis stigmatisés. Mais on est arrivé à un compromis, et ce compromis est bon, et il ne faut pas qu'il puisse être remis en cause. Et le sentiment, et c'est plus que le sentiment que nous avons aujourd'hui, c'est que ces machines arrière toutes, et on se repose les mêmes questions, on a les mêmes débats. Il va falloir qu'on en sorte. Sébastien Lecornu, lui, il parle de fronts républicains locaux pour contrer ces listes communautaires. Est-ce que ça, finalement, ce n'est pas la bonne méthode ? Il y a longtemps qu'effectivement, j'ai émis le vœu que les grands partis politiques de droite et de gauche ne jouent pas au moment des élections, et notamment des élections municipales, avec le communautarisme. Parce que ça a pu arriver. Hein, et ça, c'est de la part de tout le monde. Je vais pointer personne en général, mais je vais effectivement dire qu'à droite ou à gauche, certains ont pu, au moment des élections, et notamment les élections municipales, parce qu'on voit bien que c'est là que le danger est le plus important, certains ont pu jouer avec cela, et ça, c'est le pire qui puisse arriver. Donc j'espère effectivement, donc Front républicain, bon, pas trop ce que ça veut dire, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait une prise en compte du problème qui nous est posé, et que personne ne joue avec cela. L'autre actualité sur ce débat sur le voile, c'est une proposition de loi, là aussi, des Républicains, de votre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, qui vise à interdire les signes religieux ostentatoires aux accompagnateurs de sorties scolaires. Ça fait suite à cette polémique déclenchée par un élu du Conseil régional du Rassemblement national en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que interdire les mères voilées durant les sorties scolaires, ça, c'est une proposition de loi que vous soutenez ? D'abord, je vais rappeler que le Sénat a redébattu de cette question-là avant même l'incident qui s'est produit au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. En mai dernier, lors de l'examen de la loi sur l'école. En mai dernier. Et pourquoi est-ce qu'on est amené à rediscuter de cela ? C'est parce que lorsque la loi sur les signes ostentatoires à l'école a été adoptée, on n'a pas eu le courage de trancher les choses. Et c'est pire que ça, on a tout simplement dit, écoutez, les directeurs et directrices d'école ou les enseignants apprécieront ça sur le terrain et géreront cela. Ce qui est d'une grande lâcheté. Ce qui est d'une grande lâcheté, parce que c'est leur faire porter une responsabilité dont, à mon avis, ils n'ont pas envie et qui, dans certains endroits, peuvent effectivement les mettre en difficulté. Donc il faut que la loi précise les choses. Et pour moi, il est clair, l'école de la République, ça doit être un sanctuaire. Les sorties scolaires, c'est du temps scolaire. Donc, à partir du moment où c'est du temps scolaire, je considère qu'on doit être dans la neutralité la plus absolue. Donc, interdiction du voile. Interdiction, mais il y a une autre possibilité sans réouvrir ce débat. Il suffit, entre guillemets, parce que ça va avoir un coût, de demander aux maires de fournir les accompagnateurs comme ils le font sur les activités périscolaires. Et vous dites que ces sorties doivent être encadrées par le personnel des communes. Exactement, et le problème est réglé. On prend des animateurs de centres de loisirs et on en met 2-3 à disposition pour ces sorties scolaires et le débat est clos. Ça veut dire plus de mères accompagnatrices, plus de parents accompagnateurs. L'accompagnement par les parents, ce n'est pas un droit inscrit dans la loi. C'est une facilité gratuite. Parce qu'effectivement, quand on emmène des gamins à l'extérieur, il y a des normes d'encadrement à respecter. Et la facilité, c'était de demander à des parents d'élèves de venir sur ce temps scolaire. À partir du moment où, effectivement, l'encadrement se ferait par des personnels des communes, le problème est réglé, la neutralité s'impose. Très bien, Philippe Dallier. On va changer de sujet. On va parler du budget. L'Assemblée nationale examine en ce moment même le budget en séance. Mais au Sénat, les auditions ont commencé pour examiner ces budgets ministère par ministère. On va parler d'un budget que vous connaissez bien, Philippe Dallier. C'est celui du logement, puisque vous êtes en charge de ce budget. Au Sénat, on en parle avec notre journaliste parlementaire, Alexandre Poussard. Bonjour Alexandre. Bonjour Ariane, bonjour Philippe Dallier. Bonjour.
Alex, en 2020, les aides personnalisées au logement, les fameuses APL, vont baisser pour une partie de la population. Et oui, les APL vont baisser pour environ 1 million de Français. Alors ce n'est pas une coupe nette dans le montant des APL, comme ça avait été décidé en 2017, moins 5 euros, en 2018, moins 4 euros. Cette fois-ci, c'est une réforme du mode de calcul de l'allocation logement. Alors concrètement, à partir de 2020, l'allocation va être calculée sur les revenus en cours et non plus sur les revenus d'il y a 2 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Le gouvernement communique sur une réforme de justice sociale car l'allocation va mieux correspondre aux revenus perçus, mais c'est aussi une manière de faire des économies. Au total, 1,4 milliard d'euros d'économies avec cette réforme, car en période de croissance, mécaniquement, les revenus de certains Français augmentent, donc les allocations diminuent et l'État fait des économies. Alors cette réforme va faire des gagnants et des perdants. Parmi les gagnants, eh bien, les personnes qui perdent leur emploi, leurs revenus chutent et donc l'allocation va augmenter automatiquement. Et puis parmi les perdants, il y a les jeunes actifs, ceux qui rentrent sur le marché du travail. Ils verront leurs revenus augmenter d'un coup et donc l'APL va chuter immédiatement. Au total, il y a 1,2 million de personnes qui vont voir leur APL diminuer et 600 000 personnes connaîtront la suppression de leur APL. Une baisse de l'APL qui est donc effective pour une partie significative des Français dans un budget 2020 que le gouvernement appelle le budget du pouvoir d'achat. Merci beaucoup Alex. À tout à l'heure. Philippe Dallier, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme des APL ? Je pense qu'elle ne fera aucun gagnant, elle ne fera que des perdants. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un qui bénéficiait de l'APL voit ses revenus diminuer, il a déjà la possibilité de demander aux caisses d'allocation familiale la réévaluation de ses APL. Là, on supprime l'APL pour ceux qui entrent effectivement dans la vie active. Et c'était une aide à l'installation quelque part, et notamment pour les jeunes, puisqu'au moment où ils trouvaient un emploi, eh bien, si on calculait l'APL sur les revenus de l'année N-2, effectivement, parfois ils y avaient droit, ou souvent ils y avaient droit, alors qu'ils étaient peut-être au-dessus des plafonds de ressources. Donc on peut défendre le fait que, dans le cadre des économies budgétaires, on supprime cet avantage, mais on ne peut pas présenter ça comme une réforme de justice sociale. C'est tout ce que je dis. Mais vous dites quand même, vous ne contredisez pas le fait qu'il faut faire des économies et qu'il faut bien en faire quelque part, et ça peut être qu'il faille faire des économies, c'est certain. Mais si on regarde ce qui s'est passé depuis 2 ans sur la politique du logement, le logement en général, c'est le secteur qui a contribué le plus, effectivement, aux économies budgétaires de l'État. Mais maintenant, on va regarder les conséquences. Ça veut dire trop ou ça veut dire c'est bien ? Dans certains domaines, bien évidemment trop, et on va s'en apercevoir quand on regardera les chiffres de construction des logements sociaux. Tous ces chiffres sont en baisse. Donc il y a un moment où le gouvernement obtiendra des résultats qui correspondent à la politique qu'il mène. Mais d'un côté, il nous dit qu'il faut construire plus parce qu'il y a un problème de crise du logement dans ce pays, mais de l'autre côté, toutes les mesures qui sont prises poussent effectivement à un ralentissement de la construction. Ça veut dire que c'est le logement social qui va être impacté le logement social l'est déjà, c'est certain, mais il n'y a pas que le logement social. L'accession à la propriété, on a supprimé l'APL accession, on a supprimé le prêt à taux zéro dans certaines zones. Le Pinel, on ne sait pas trop ce qui va devenir. Donc voilà, il y a de grandes inquiétudes. Et pourtant, le logement devrait être une politique prioritaire dans ce pays. Alors justement, le gouvernement va lancer une grande enquête sur le logement des Français pour disposer de statistiques récentes pour, dit-il, pouvoir mener à bien une politique efficace. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Non, mais ça me fait rire parce qu'une grande enquête, mais comme si on ne disposait pas suffisamment dans ce pays d'enquêtes qui permettent de connaître la situation. Enfin, je pense que tous ceux qui s'intéressent à ce sujet doivent rigoler doucement. Voilà, la situation, on la connaît. Maintenant, il y a des décisions... Pour vous, cette enquête, ça ne sert à rien. C'est quoi ? C'est un moyen de gagner du temps ? Strictement à rien, c'est le moyen. Le gouvernement voit bien, effectivement, que tous les acteurs du logement portent les mêmes critiques. Donc voilà, ils ont pris des décisions. Il doit y avoir maintenant 4 milliards d'économies budgétaires par an sur le logement, si ce n'est pas plus. Il faudrait regarder dans le détail. Et maintenant, on nous dit on va faire une grande enquête. Bon, écoutez, franchement, c'est risible. On voit que ça vous fait rire. Un mot sur le budget, en général, qui, je disais, est examiné à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, Alexandre le disait, vante un budget du pouvoir d'achat. 9 milliards, plus de 9 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Est-ce que pour vous, c'est un budget qui va dans le bon sens ? On redonne du pouvoir d'achat à certains, parce que là aussi, il faut regarder les choses dans le détail. Ça n'est pas général comme cela, donc à certains, mais on le fait en creusant le déficit et la dette. Bon, ben voilà, c'est un choix du gouvernement. On voit que l'objectif affiché par Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, était le retour à l'équilibre budgétaire à la fin de son quinquennat. Tout ça s'est terminé. Et on va voter un budget en déséquilibre le déficit baisse. De 100 milliards. Comment ? Le déficit 100 milliards, le budget qu'on s'apprête à voter, enfin que l'Assemblée nationale s'apprêtera à voter, parce que nous n'allons pas le voter. Le déficit est revenu en dessous de la barre des 3%, il y a un peu plus de 2%. Les 3%, parlons en euros.
Hein, on va voter un budget avec 400 milliards de dépenses et 300 milliards de recettes. Le différentiel, c'est 100 milliards. Donc nous allons creuser le trou de 100 milliards. Et c'est comme ça qu'il faut présenter les choses, parce que ce pays, la dette publique a atteint 2400 milliards d'euros maintenant, et nous continuons effectivement à creuser ce trou. Il y a un risque. C'est-à-dire que la dette peut franchir la barre des 100% d'ici la fin de quinquennat pour vous ? Arrêtons de parler de ces 100% ou de ces 3%, parce que tout ça finit par occulter la réalité. La réalité, c'est qu'en cas de remontée des taux d'intérêt ou en cas de nouvelle crise financière, nous serons dans l'incapacité de payer les intérêts de cette dette qui pourrait passer de 38 milliards aujourd'hui à 80 milliards d'euros de manière très rapide. Et là, nous serions dans une situation extrêmement difficile. Allez, on va parler de votre département et de la loi aussi sur le statut de l'élu avec Alexandre Poussard qui revient. C'est la revue de presse du département de la Seine-Saint-Denis. Et Alex, on va commencer avec le site internet du Parisien. Avec le Parisien, et vous faites la une du Parisien, Philippe Dallier, dans sa rubrique Seine-Saint-Denis, puisque vous êtes un peu en première ligne de la lutte contre la vente d'alcool nocturne, qui est un vrai problème en Seine-Saint-Denis, avec notamment ces épiceries qui vendent de l'alcool tard et avec ces rassemblements alcoolisés bruyants qui dérangent les quartiers. Et vous avez, la semaine dernière, fait passer un amendement dans le projet de loi en faveur des élus locaux qui permet aux maires d'ordonner une fermeture administrative de ces établissements qui ne respectent pas la loi en matière notamment de vente d'alcool. Et tous les élus de Seine-Saint-Denis ont salué votre initiative, quel que soit leur bord politique, car ils sont un peu démunis face à ce fléau. Et on va regarder le témoignage de votre successeur à la tête de la commune de Pavillon-sous-Bois, Katia Copy, qui raconte « Il ne se passe pas un jour sans qu'on m'appelle à ce sujet. Les épiceries vendent jusqu'à 2 h du matin. Les gens parlent très fort, font pipi contre les portes. Il y a eu des coups de couteau et même une tronçonneuse devant un bar à chicha. C'est épouvantable. » Témoignage effarant qui raconte le quotidien difficile d'une élu locale sur ce sujet. On va en parler avec vous, Philippe Dallier, mais d'abord, Alex, Actu Seine-Saint-Denis qui s'intéresse aux lycéens et à l'intelligence artificielle. Et oui, à l'intelligence artificielle, encore un sujet qui vous concerne, Philippe Dallier, puisque vous êtes de profession informaticien. Et on peut se demander, est-ce que le nouveau Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, finalement, est-ce qu'il ne se trouve pas en Seine-Saint-Denis ? En tout cas, tous les lycéens cette semaine de Seine-Saint-Denis vont faire un stage d'intelligence artificielle organisé par la région et par une association spécialisée. L'objectif, découvrir comment fonctionnent des programmes informatiques et comment on peut les rendre intelligents, notamment pour qu'ils parlent la langue des signes, également pour qu'ils puissent piloter une voiture. Donc voilà, une immersion informatique pour tous les lycéens de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup, Alex. Le futur Mark Zuckerberg, il est en Seine-Saint-Denis pour vous, Philippe Dallier ? Pourquoi pas, espérons-le en tous les cas. On va parler de la première actu dont parlait Alex Poussard dans sa revue de presse. C'est cette lutte contre la vente d'alcool la nuit. Et vous, au Sénat, on le disait, vous avez lutté contre ça. Eh bien, écoutez, j'ai obtenu un succès, effectivement, avec l'élargissement des pouvoirs de police du maire. Les maires pourront effectivement fermer jusqu'à 2 mois les établissements qui posent des problèmes, que ça soit sur des problèmes de troubles à l'ordre public, ce qui est une notion juridique pas si simple que cela à définir, mais aussi en cas d'infraction à la législation, c'est l'apport de mon amendement. Mais j'avais également proposé un autre amendement qui, lui, n'a pas été retenu, et c'est dommage. Parce que j'avais souhaité que les maires puissent effectivement disposer du pouvoir de délivrer une amende administrative de 500 € en cas de non-respect des arrêtés du maire, notamment sur les heures de fermeture. Et le paradoxe, c'est que le gouvernement m'a dit non, alors qu'il a créé cette amende administrative de 500 € pour tout ce qui concerne les dépôts sauvages, les lagages, etc. Donc d'un côté, on m'a dit que c'était donner trop de pouvoir au maire, alors que de l'autre côté, on l'accepte. Donc vous avez du mal à comprendre la justification. Je ne comprends pas du tout la justification, et dès aujourd'hui, je vais écrire à mes collègues députés pour leur demander à l'Assemblée nationale de pousser cette disposition. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le terrain, les choses, on n'y arrive pas, les maires n'y arrivent pas. Et bien sûr, ils sont tenus responsables par la population des troubles qui sont causés par ces établissements, que ce soit les épiceries qui vendent de l'alcool ou que ce soit les bars ou les bars à chicha qui ne ferment pas aux horaires imposés. Donc il faut donner du pouvoir aux maires et il faut devenir efficace en fait. Parce qu'il faut savoir que pour une épicerie qui ne ferme pas ou un bar qui ne ferme pas, l'amende aujourd'hui c'est 38 €.
38 €. Et encore, il faut que le maire écrive au procureur de la République et au tribunal de police. Ça prend des semaines et des semaines. Et pour vous, c'est pas du tout c'est absolument inefficace. Une amende administrative de 500 €. J'aime autant vous dire que celui qui ne respecterait pas la loi et qui prendrait 3 fois la semaine une amende de 500 €, je pense que les choses s'arrêteraient assez vite. Plus généralement sur cette loi engagement et proximité, l'examen est donc terminé au Sénat. Le vote aura lieu demain. Est-ce que pour vous, c'est un texte qui répond effectivement à ce malaise des maires ? C'est un texte qui a corrigé effectivement un certain nombre de difficultés qui étaient notamment issues de tous les textes adoptés sous le quinquennat de François Hollande. Je pense que sous ce quinquennat, l'Assemblée a fait le pire de ce qu'on pouvait imaginer, enfin, par parler des intercommunalités XXL à 15 000 habitants, qui a posé bien des difficultés en province. On a contraint, j'allais dire, le transfert de compétences des communes vers ces intercommunalités. Donc dans ce texte, on a pu corriger effectivement un certain nombre de choses. On verra ce qu'il en reste avec l'Assemblée nationale. Hein. Vous avez un doute ? Écoutez, on verra. Il y a un certain nombre de modifications qui ont été apportées par le Sénat. Le ministre n'y était pas favorable. Donc après, on va voir comment le dialogue s'instaure. Et puis, il y a l'autre aspect, effectivement, qui concernait le pouvoir de police des maires. Et puis aussi les indemnités des maires dans les petites communes. Parce que quand vous pensez qu'il a fallu y venir par voie d'amendement pour faire qu'un maire qui est handicapé ne perde pas le bénéfice de l'allocation adulte handicapé parce qu'il était devenu maire, enfin, il y avait des choses quand même absolument aberrantes et que le Sénat a essayé de corriger. On va parler plus généralement de votre département, de la Seine-Saint-Denis. Il y a un an, vous étiez à Matignon avec plusieurs parlementaires de Seine-Saint-Denis pour dénoncer une inégalité, une injustice territoriale. Est-ce qu'un an après, vous diriez que les choses ont avancé, qu'Édouard Philippe a répondu à vos demandes ? D'abord, on était à Matignon avec tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis, de la France insoumise jusqu'aux Républicains. Tous les parlementaires étaient là, et c'est d'ailleurs moi qui avais pris cette initiative de demander à rencontrer le Premier ministre suite à un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale de François Cornu-Gentil et Rodrigue Coquendo qui avait rendu un rapport qui pointait l'état de l'État en Seine-Saint-Denis en matière d'éducation, de police et de justice. Ce rapport est accablant. On a vu le Premier ministre en septembre de l'année dernière et il nous a demandé du temps. Donc il a demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de réunir les élus et de travailler. Ils l'ont fait. Le préfet de Seine-Saint-Denis, en juillet dernier, a rendu un rapport au Premier ministre et depuis, nous attendons. Donc j'appelle le Premier ministre à nous recevoir à nouveau et je l'appelle surtout à prendre des décisions parce qu'il faut bien se rendre compte que ce département ne s'en sortira pas si l'État n'y revient pas de manière très forte. En matière d'éducation, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé encore récemment dans ce département, mais il nous faut aussi des moyens beaucoup plus importants au tribunal de Bobigny comme dans nos commissariats. Si la République ne revient pas dans ce département à la hauteur de nos problèmes, eh bien ce département partira définitivement à la dérive et ça, je ne peux pas l'accepter. Ça peut aller jusqu'où, partir à la dérive ? Qu'est-ce que ça peut entraîner ? Qu'est-ce que ça peut entraîner ? C'est qu'on a des quartiers qui sont déjà des quartiers qui se sont éloignés de la République, mais c'est un département tout entier qui est en train de glisser. Imaginez qu'on nous dit qu'il y a 1 600 000 habitants en Seine-Saint-Denis. La réalité, c'est probablement plus près de 2 millions, où il y aurait entre 300 000 et 400 000 clandestins. Comment voulez-vous qu'on arrive à gérer les problèmes de ce département quand on est dans une situation pareille ? Donc il faut que ça s'arrête et il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Donc on entend votre appel à Édouard Philippe. Vous demandez des réponses, vous demandez des mesures. Des actes. Merci beaucoup Philippe Dallier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans moins de 3 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. Nous reviendrons avec lui sur l'interminable feuilleton du Brexit ou encore sur le débat parlementaire sur le budget. Et puis nous parlerons bien sûr de ce débat sur le voile qui continue. Mais d'abord un extrait de Parlement Hebdo, l'émission qui refait la semaine parlementaire. Et justement, il était question de ce débat sur le voile. Tam Tranu et Katia Gilder recevaient le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. On l'écoute. Je trouve que le gouvernement n'est pas courageux, ou plus exactement qu'il fait beaucoup de déclarations et qu'il n'y a pas beaucoup d'actes derrière. Moi, j'ai été enseignant dans un établissement difficile, d'une banlieue difficile. Mais c'était il y a 20 ou 25 ans, et quand on faisait des sorties scolaires, les accompagnantes, y compris les accompagnantes musulmanes, et dans l'établissement où j'étais, il y en avait beaucoup, ne portaient pas de voile. La vérité, c'est que les choses ont changé, et qu'il faut s'adapter. Moi, je considère que l'école, l'établissement scolaire, c'est pas uniquement l'établissement scolaire à l'intérieur des murs. Mais les parents, c'est pas des agents du service public. Je suis d'accord, mais si vous voulez faire en sorte que les choses soient claires, et pour éviter
la scène que je trouve franchement à la fois dérisoire, méprisable et tout de ce qui s'est passé au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, parce que on peut mettre des règles, il ne faut pas s'attaquer aux personnes. Est-ce que vous pensez que toutes les femmes voilées aujourd'hui sont les porte-parole d'un islam politique? Mais non, non. Si on généralise, on réduit la portée de ce que l'on dit. Mais il y a une situation compliquée. C'est vrai que vous auriez ici ou là des femmes voilées dans la rue, parce que réellement c'est leur conviction et leur mode de vie. Personne ne dirait. Et là vous dites qu'il y a autre chose, il y a plus que des convictions. C'est évident que dans certaines mosquées salafistes, dans certaines associations, on fait du prosélytisme sur le thème porter le voile, c'est une affirmation de ce que nous sommes. Et là, on sort de la conviction personnelle pour être dans une affirmation qui, sincèrement, en tout cas à l'école, n'a pas lieu d'être. En tout cas, il y a le parfait contre-exemple, c'est Latifa Ibn Ziaten, qui est la mère de la première victime de Mohamed Merah. Elle porte un voile et en même temps, elle livre bien un combat contre le communautarisme et la radicalisation. C'est bien la preuve qu'il y a autant d'individualité. Mais je suis entièrement d'accord. Sauf que moi, je ne sais pas quel est l'avis de Latifa sur les sorties scolaires, mais elle se plie aux règles de la République, toujours. Et c'est sa force, et c'est comme ça qu'elle influence. Notre invité politique, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vessert-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour. Journaliste au groupe EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer avec ce débat sur le voile qui continue. Un mot sur ce qu'a dit Bruno Retailleau hier. C'était dans le journal du dimanche. Il souhaite déposer une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections. Est-ce que vous soutenez cette proposition de loi ? Nous la soutiendrons évidemment. Je suis toujours heureux de voir un élu des Républicains se réveiller un beau jour alors qu'ils ont été au pouvoir pendant tant d'années et que l'affaire du voile depuis les années Creil, en réalité, en Picardie, défraie régulièrement et de plus en plus régulièrement, j'allais dire, la chronique. Donc évidemment, les listes communautaires, et vous parlez à un élu du Nord qui a dans son département la ville de Maubeuge, dans lequel il y a eu le plus haut score d'une liste communautaire aux élections européennes. Donc elles existent déjà, ces listes communautaires. 6% sur la ville, dont 40% dans un bureau de vote, alors qu'il n'y avait pas de bulletin de vote disponible. Donc on voit bien, par exemple, dans cette ville de Maubeuge, que si les électeurs, à un moment, ne se tournent pas vers le candidat du Rassemblement national, ils auront l'occasion de le faire, et bien un jour, vous aurez des gens qui viendront contester les lois de la République et qui arriveront à l'hôtel de ville. C'est une façon très claire, très précise, très concrète de voir ce que sont les atteintes régulières à la laïcité dans notre pays et le repli communautaire qui, il faut bien le dire, dans notre pays, se fait avec la complicité d'un certain nombre d'élus. Je le dis très fortement parce que, voyez-vous, le journal Marianne, permettez-moi de le citer, explique qu'à Denain, ville dont je suis l'élu, la ville a été mise, je reprends les propos de Natacha Polony, en coupe réglée par des associations islamistes avec la complicité du maire socialiste, Madame Dufour-Tonini. En coupe réglée. C'est-à-dire que vous accusez des maires d'encourager ce phénomène? Bien sûr, et je ne suis pas le seul à les accuser. Voyez-vous, la presse, évidemment, s'y intéresse et explique que pendant des années, on a, par peut-être faiblesse ou par complicité, en attendant en retour probablement des voix aux élections, eh bien des élus, comme c'est le cas à Denain, ont été dans la capacité de donner des emplois, de donner des subventions à des associations qui sont téléguidées ou à des structures qui sont téléguidées par les frères musulmans dans notre pays. Vous voulez dire aussi que ça peut être une stratégie pour certains élus? Je pense qu'il y a des élus qui à un moment se sont fourvoyés et qui l'ont fait sur le dos de leurs habitants, en se disant qu'en traitant avec des associations qui n'ont rien de républicaine, avec des structures qui n'ont rien de républicaine, avec des individus qui contestent les lois de la République, eh bien, elles attendaient probablement un retour électoral. Eh bien, je pense que tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, à la base, parce qu'évidemment, on peut faire des lois, et c'est le rôle de l'État que de les faire appliquer ensuite, mais tant qu'à la base, il n'y aura pas des élus qui changeront ce type de comportement, ces faiblesses au mieux ou ces complicités au pire, eh bien, on ne fera pas reculer le
le communautarisme dans notre pays et on acceptera tout simplement de le laisser avancer sur le dos des habitants. C'est le cas donc à Denain, je le disais, et puis on a des listes communautaristes qui s'organisent, c'est le cas à Maubeuge. Donc tout ça existe déjà. Donc la proposition, pour revenir finalement à votre question de Bruno Retailleau, j'y souscris. Elle arrive, il faut bien le dire, un peu tard. C'est un peu la spécialité des Républicains d'avoir quand même un retard à l'allumage de plusieurs années en la matière. Mais tout ce qui doit être mis en œuvre pour limiter le communautarisme, le repli communautaire dans notre pays doit l'être rapidement. Tout, y compris ce que propose Sébastien Lecornu. Lui, il propose des fronts républicains locaux pour lutter contre ces listes communautaristes. Est-ce que vous pourriez faire partie de ces fronts? Non, mais le meilleur front républicain commun, c'est le Rassemblement national. Nous sommes le front républicain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À Maubeuge, alternativement... C'est-à-dire que les autres ne le font pas? Mais non, Sébastien Lecornu qui propose ça ne l'est pas, les Républicains, le PS ne le font pas? Non, ce sont des faibles. Alternativement à Maubeuge, il y a eu le Parti Socialiste, puis la droite aujourd'hui qui a géré la ville. Ces replis communautaires n'ont cessé de s'aggraver. En même temps, d'augmenter. En même temps, vous reconnaissez que les Républicains sont en train de se ressaisir sur le sujet, enfin, de votre point de vue. Oui, mais vous savez, enfin, je n'attends rien d'élus qui, pendant 20 ans, ont été au gouvernement et qui, surtout, à chaque fois qu'on a proposé quelque chose, nous, les parlementaires du Rassemblement national... Vous venez du MP, vous. Hein. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que je suis parti. Parce que vous savez, quand vous avez voté pour eux pendant 20 ans et que vous avez été trahi pendant 20 ans, il y a un moment où il faut bien que la lumière s'allume, quoi. Il faut bien que vous rendiez compte que vous ne pouvez pas avoir confiance en des gens qui, par manque de courage, parce qu'en fait, je ne fais pas le procès à Bruno Retailleau de ses convictions. Je suis sûr qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Le problème, c'est que lorsqu'on dépose des amendements à l'Assemblée nationale en tant que parlementaire et notre collègue Ravier au Sénat en tant que sénateur, il n'y a jamais un républicain pour les voter. Jamais. Donc ce manque total de courage qu'on retrouve dans des comportements d'élus locaux à Maubeuge, c'est un élu de droite qui est maire de la ville. Et pourtant, il n'a rien fait pour lutter contre le communautarisme. Eh bien, c'est ce manque de courage qui, je pense, affaiblit nos gouvernants, nos gouvernements depuis tant d'années et qui permet à un islam radical de progresser, de perdurer, d'avancer et d'abîmer notre pays. Autre proposition de loi qui vient aussi des Républicains, c'est celle visant à interdire le voile durant les sorties scolaires, en tout cas les signes religieux ostentatoires. Est-ce que là aussi vous soutiendrez celle déposée à l'Assemblée nationale par Éric Ciotti? Oui, mais même logique, hein, les Républicains se réveillent sous le coup de l'actualité. C'était d'ailleurs un peu un marqueur à l'époque, je me souviens de Nicolas Sarkozy, où dès qu'il y avait une actualité particulière, une loi arrivait. Donc il n'y a pas de recul. Mais en tout cas, vous la voterez? Oui, parce que je pense qu'une accompagnatrice de sortie scolaire devient de fait, c'est dans le cadre d'un projet pédagogique, une auxiliaire de vie scolaire et que la religion n'a rien à faire là-dedans. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le Conseil d'État qui dit que les accompagnatrices ne doivent pas être soumises Non, à la je ne suis pas d'accord avec le Conseil d'État et je pense qu'en tant que législateur, c'est notre rôle d'essayer de trouver les bons outils qui permettent de garantir la laïcité dans notre pays. Encore une fois, moi je veux le dire aussi avec force parce que voyez-vous, ce week-end, j'étais dans ma circonscription et beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane me disent ne lâchez pas là-dessus. On n'a rien à voir avec ces gens-là. On n'a rien à voir avec l'islam radical. C'est lui qui pointe du doigt le concept républicain, liberté, égalité, fraternité. On ne demande pas l'application de la charia. Nous vivons notre religion de façon apaisée et intime. Ils ne veulent pas qu'on les amalgame avec ces gens-là. Donc moi, je suis particulièrement lucide. Mais justement, pour ne pas faire d'amalgame, il faut être très fort. Très dur sur l'application de la laïcité dans notre pays, si on ne veut pas de débordement. Est-ce que le problème, c'est l'absence ou la présence de loi ou le non-respect actuel de la laïcité? J'allais dire un peu les deux. On voit bien qu'il y a un vide juridique dans un certain nombre de cas. Et puis, il y a effectivement, il faut se poser la question, un certain nombre de quartiers, d'endroits, de moments où la loi n'est pas appliquée dans notre pays. C'est quand même inquiétant. Il y a donc des endroits, des quartiers ou des moments de la vie sociale dans lesquels la loi n'est pas appliquée. Écoutez, ça laisse interrogatif sur ceux qui nous gouvernent. S'ils ne sont pas capables d'appliquer la loi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. Où est passé l'État dans notre pays? Si on fait des lois, nous, les parlementaires, si on fait des lois et qu'ensuite elles ne sont pas appliquées, on pourra en parler peut-être dans d'autres domaines d'ailleurs, ça en dit long sur l'état de déliquescence de notre pays. Marine Le Pen, elle veut interdire le voile dans tout l'espace public. Est-ce que vous allez poser ce débat au Parlement? Oui, nous l'avons déjà fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, les Républicains n'étaient pas au rendez-vous du courage, comme à l'accoutumée. Vous en voulez beaucoup aux Républicains ce matin? Non, c'est-à-dire que moi, j'aime pas l'hypocrisie.
et vous entendez d'ailleurs dans mes propos que j'essaye de vous dire les choses avec beaucoup de sincérité, sans pointer personne du doigt, de façon apaisée, mais l'hypocrisie qui consiste à dire on fera ce qu'on n'a pas fait, on fera demain ce qu'on n'a pas fait quand on avait pu le faire et qu'on avait les leviers, me semble être un peu incommodante. Alors sur cette interdiction du voile dans tous les espaces publics, comment vous allez faire ? Je pense que c'est une proposition courageuse. La laïcité, c'est le trésor, un des trésors de notre pays. D'abord, c'est un concept qui existe assez peu à l'étranger, il existe dans quelques pays, mais en réalité, la France, fer de lance de la laïcité depuis qu'elle a été instaurée, depuis 1905, et donc par conséquent, l'interdiction des signes ostentatoires religieux du voile dans l'espace public me semble pertinent. Bien entendu, ça fait écho à d'autres signes ostentatoires. On est d'accord. Alors justement, quelle distinction vous faites entre un voile islamique et un voile catholique, par exemple ? Non mais je ne vois personne se balader avec des voiles catholiques et menacer le pays avec des revendications catholiques. Ça, excusez-moi, je vois pas beaucoup. J'ai pas encore vu de gens avec des voiles catholiques. Je sais même pas bien ce que c'est qu'un voile catholique, à part celui porté peut-être par une sœur. Par une sœur, oui, voilà. Mais ça, c'est un personnel religieux. Donc vous assumez clairement de viser les musulmans. Non, pas de viser les musulmans, non, de viser les fondamentalistes musulmans. Et je viens de vous dire que je ne faisais pas le mélange entre les gens qui vivaient leur religion tout à fait banalement et ceux qui, à travers un accoutrement... interdire le voile dans tout l'espace public, est-ce que ce n'est pas stigmatiser l'ensemble des musulmans ? Non, je ne stigmatise personne, ou plutôt je stigmatise... l'islam fondamentaliste, oui, celui-ci qui est conquérant, celui-ci qui souhaite, à travers ce symbole, ou de soumission, ou de rébellion face aux lois de la République, vient nous dire qu'il préfère la charia aux lois de la République. Oui, celui-ci, je le stigmatise, pour mieux d'ailleurs protéger celles et ceux qui ont fait le choix d'embrasser une religion quelle qu'elle soit. Parce que je pense que notre grandeur, c'est de permettre à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer dans les meilleures conditions sa religion, mais de ne pas se laisser imposer. Et ce voile, c'est le symbole. Il se multiplie. Il y a 20 ans, on n'entendait pas parler autant. Il y a 30 ans, c'était l'affaire des 2 petites filles voilées de Creil. Depuis maintenant, il n'y a pas un moment sans qu'on entende parler des histoires de voile, de revendications communautaires, du halal, de la charia, que sais-je, et j'en passe, et des meilleurs. Mais quand le Rassemblement national dit le voile est un marqueur idéologique, une arme politique, ça veut dire clairement qu'on ne peut pas porter le voile de manière pacifique ? Je crois qu'effectivement, il y a derrière ça un message politique qui est envoyé à la société française. Ou c'est un message, je le disais, de rébellion, c'est-à-dire on montre du doigt les valeurs de la République en disant « je ne suis pas d'accord » et à travers le voile, je vous le dis. Ou c'est un message de soumission des personnes qui se sentent obligées parfois, des femmes qui se sentent obligées parfois de prendre le voile parce que la pression sociale, idéologique, culturelle et religieuse dans certains quartiers, dans certaines familles, est tellement forte qu'elles n'ont pas le choix. Dans les 2 cas de figure, ça n'a pas sa place ici. Vous dites que vous voulez interdire le fondamentalisme islamiste, c'est ce que dit le Rassemblement national. Comment on fait ? Mais vous savez, on peut... D'ailleurs, j'ai vu qu'un certain nombre de policiers avaient été identifiés comme étant des radicalisés. Donc on sait très bien aujourd'hui décrire ce qu'est le fondamentalisme islamiste. C'est celui d'abord qui ne respecte pas les lois de la République et qui vient et qui a pour objet de les contester régulièrement et j'allais dire durement. Qui considère que, je le disais, la charia, alors tout ça s'habille de discours, doit remplacer les lois de la République. On doit interdire le salafisme en France. Le salafisme est classé d'ailleurs dans certains pays comme ayant un rapport avec le terrorisme, comme ayant le wahhabisme de la même façon, un rapport avec le terrorisme. Nous, sur notre territoire, il est toléré. Eh bien, je pense qu'on doit interdire le salafisme en France. On l'a déjà fait. On le fait pour des organisations sectaires, on le fait pour un certain nombre de personnes qui ont des propos qui sont contraires aux lois de la République. La loi sait interdire. Mais après, il faut le faire appliquer. C'est bien l'enjeu d'avoir des politiques qui aient un peu de courage. Allez, on va passer à un autre sujet. Ce mouvement social à la SNCF depuis vendredi, retour à la normale annoncé pour aujourd'hui. Est-ce que vous soutenez ce mouvement social des cheminots ? Écoutez, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et vous savez, quand on est un député de province, on prend beaucoup le train. Et j'ai beaucoup discuté avec des contrôleurs. Et je sais que leur boulot est éminemment difficile. Oui, ils se font agresser. Oui, ils se font insulter. Et oui, bien souvent, ils ont face à eux une hiérarchie, d'abord, une espèce de monstre qu'est la SNCF, énorme entreprise dans laquelle il est difficile de faire remonter l'information selon laquelle les conditions de travail sont parfois difficiles. Donc moi, je comprends parfaitement ce que nous disent les contrôleurs ou les chauffeurs. Cette grève. Je ne soutiens pas cette grève, je soutiens le message qui nous est envoyé. Sur la forme, je dois dire que je suis navré de voir que ce sont encore les gens qui essayent de partir en vacances, les familles, les gens qui vont bosser, qui subissent. Et je pense qu'à un moment, il va falloir penser à d'autres modes d'action. Sincèrement, c'est pas supportable. C'est pour ça que sur la forme... Vous dites quand même qu'ils ont eu tort sur la forme de faire ce mouvement. Oui, sur la forme, je suis pas d'accord. Je trouve que... et d'ailleurs, ça les dessert. Ça dessert leur message. Leur message, on le comprend.
on peut le soutenir, c'est ce que je viens de vous dire, mais sur la forme, il faut vraiment voir autre chose. À la limite, il bloquerait le Thalys pour empêcher les députés européens d'aller à Bruxelles voter l'ensemble de la déconstruction de l'édifice social français. On pourrait le comprendre, mais pas les familles. Ils font quand même valoir un droit de retrait suite à un incident majeur. Oui, bien sûr, mais le droit de retrait, d'ailleurs, on verra si juridiquement tout ça tient, et là, ce n'est pas moi qui suis en capacité de le juger, c'est un magistrat, mais je note que le gouvernement prend quand même un risque en saisissant la justice sur ces questions-là. C'est assez nouveau. Si demain, un juge dit que les agents SNCF ont eu raison de faire valoir ce droit de retrait, qui est celui d'un danger imminent, qui veut dire qu'il y a un danger imminent pour la sécurité des intéressés, eh bien le gouvernement va se retrouver dans un corner très ennuyé. Donc je pense que le gouvernement a assez mal joué sur cette affaire-là. D'abord, il oppose, c'est quand même une marque de fabrique, il oppose les usagers aux grévistes. Est-ce qu'on peut à un moment essayer de sortir de ça par le haut, considérer qu'on peut avoir des problèmes dans une société public ou ce qu'il en reste en tous les cas de transport, et puis les modes d'action. Sans arrêt, le gouvernement a mis de l'huile sur le feu sur tout ça, et je pense que c'est dangereux là où il y a besoin de dialogue social, mais on a bien vu que ce n'était pas sa spécialité. Mais vous dites qu'Édouard Philippe n'aurait pas dû parler de grève sauvage ? Ça rajoute de l'huile sur le feu, si vous voulez. Mais sur durcir... le fond, vous êtes d'accord ? Non, mais si vous voulez, non, parce que c'est pas une grève. Il y a une application du droit de retrait qui est contestée. Donc c'est pas ça une grève sauvage. Mais ça rajoute de l'huile sur le feu. Si vous voulez durcir les positions pour le coup et avoir des grèves sauvages ou des grèves à répétition demain, Édouard Philippe a trouvé le moyen de le faire. J'entends d'ailleurs que le secrétaire d'État au transport nous dit qu'il n'est pas question de reconsidérer les difficultés liées à la sécurité des agents SNCF, à savoir être seul dans un train quand on est conducteur pour gérer un problème de sécurité. Guillaume Pépi l'expliquait encore ce matin, ça fait 30 ans que c'est en fonctionnement, en fonction dans des tas de pays d'Europe et que jusqu'à présent ça a plutôt bien fonctionné. Oui, et puis il y a eu aussi des dysfonctionnements. Donc on peut se pencher sur ces problèmes-là, j'allais dire le faire avec les premiers concernés. On peut même y associer, je pense que ce serait bienvenu, des associations d'usagers. Je pense que c'est ça la concertation. Mais aujourd'hui, on a le sentiment d'un gouvernement qui nous démontre son impuissance. C'est-à-dire qu'il est mis devant le fait accompli, alors il essaye de montrer les muscles. Résultat, il va durcir un mouvement. On nous parle aujourd'hui de grèves qui sont peut-être en préparation. Et là, de grèves, c'est-à-dire probablement avec des préavis, je pense que ce n'est pas une façon d'aborder le dialogue social très sereine. Je pense que ceci ne produit pas de résultats. Je pense qu'on devrait plutôt se pencher sur la continuité du service public en matière de grève. C'était une des propositions à l'époque de Nicolas Sarkozy. Où en sommes-nous ? On devrait se pencher sur les conditions de travail des agents SNCF en matière de sécurité. Où en sommes-nous ? Ce sont des beaux chantiers de travail, plutôt que de diviser les gens et les montrer du doigt les uns contre les autres. Alors, vous dites que le gouvernement refuse ce dialogue social, mais les syndicats annoncent une grève à partir du 5 décembre pour la réforme des retraites, alors que là, des négociations sont en cours. Est-ce que ça, c'est la bonne méthode ? Est-ce que les syndicats aussi ne refusent pas ce dialogue social ? J'ai l'impression que le gouvernement, sur la réforme des retraites, ne sait plus très bien par quel bout attraper cette réforme. C'est-à-dire qu'on décale, on essaye d'embrouiller les gens, on fait de la concertation alors que les choses ont été décidées auparavant, on est incapable de dire quel sera le niveau du point, qui le fixera, alors, son montant. Vous, par quel bout vous l'attraperiez ? Nous, on pense qu'en fait, c'est pas cette logique-là qui doit prévaloir. Nous, on a toujours pensé que parce que l'allongement de la vie était significatif dans notre pays, il fallait qu'à un moment, on puisse permettre aux Français de profiter justement de cette retraite à un moment, à un âge, 60 ans si possible, où ils peuvent encore le faire. Alors c'est une autre logique. Ça veut dire qu'il faut activer d'autres leviers. L'augmentation des salaires, l'égalité salariale homme-femme, c'est une autre logique parce que nous considérons que la logique qui consiste à repousser à chaque fois l'âge de départ en retraite ou la baisse des pensions, puisque ce sont les deux leviers, sont des logiques mortifères. Ce qu'il faut, c'est Est-ce que votre logique est financièrement tenable ? Oui, bien sûr. Il faut plus d'actifs pour payer les retraites. Vous savez, les retraites, c'est un système qui, en tout cas tel qu'on le connaît par répartition, est un système qui a une logique. Vous avez des gens qui travaillent, qui payent les cotisations de ceux qui partent en retraite. Eh bien, il faut mettre plus de gens au travail. Il faut que les salaires soient augmentés de façon à ce que les cotisations sociales le soient également. Il faut réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Oui, j'assume que ce soit une autre logique et j'assume que cette logique ne soit pas quelque part dans l'air du temps. Mais je pense que fondamentalement, la logique de nos sociétés, ce n'est pas de dire aux gens qui ont commencé à travailler à 14 ans, vous allez travailler jusqu'à 70 ans, ou à 70 ans, comme dans certains pays anglo-saxons, vous allez avoir 2 jobs, 3 jobs, parce que votre retraite sera réduite à sa plus simple expression. Je pense qu'on est dans 2 logiques différentes.
Et moi, je pense que c'est tout à notre honneur et à l'honneur de ceux qui pensent que la politique est faite pour donner des conditions de vie meilleures aux Français que de préserver l'édifice social qu'ils ont construit et de se pencher sur la capacité, au contraire, à revenir sur un âge de départ à la retraite avec 40 annuités. C'est ça l'important, avec 40 annuités qui soient évidemment inférieures à 62 ans. Autre sujet, le Brexit. Vous êtes un élu du Nord. Est-ce que, en tant qu'élu du Nord, vous êtes inquiet de ce feuilleton interminable ? Je ne suis pas inquiet. Moi, je n'ai pas de raison de m'inquiéter, j'allais dire, des desiderata des peuples. Les Britanniques ont Et pour vous, il n'y aura souhaité... aucune conséquence, notamment dans votre région ? Mais je pense que si on se prépare au Brexit, et cet accord semble préparer les choses, et finalement... c'est un accord gagnant-gagnant. Les Britanniques ont fait un certain nombre d'efforts, l'Union européenne a fait un certain nombre d'efforts. Donc c'est un accord qui permettrait de continuer à entreprendre des relations. L'accord vous satisfait là? Moi je le trouve assez équilibré. Je vois que les Britanniques vont reprendre la main en matière de législation commerciale, frontalière, que c'était quand même des points d'achoppement forts. Et ils vont se libérer d'une sorte de carcan européen dont ils n'étaient pas complètement prisonniers, puisqu'il ne nous a pas échappé que les Britanniques avaient déjà un statut à part dans l'Union européenne, ce qui permet d'ailleurs une sortie en réalité beaucoup plus équilibrée que ce qu'on dit. Mais je pense maintenant qu'il faut aller au bout. Johnson nous a démontré qu'il était un bon négociateur, je crois. Maintenant, il a une problématique très claire avec son Parlement et je lui souhaite à la fois du courage et une certaine dose de plaisir, mais il a un levier lui aussi en main qu'il peut activer, c'est celui des législatives anticipées. Certains réclament un référendum. Johnson, lui, peut aller aux législatives anticipées. Et en tous les cas, à chaque fois qu'on a donné la parole aux Britanniques sur le Brexit ou sur qu'il y a eu des élections, ils ont mis en tête les Brexiteurs, ils ont réaffirmé leur souhait de sortir de l'Union européenne. La voix de la rue reste très forte. À Londres, on l'a vu ce week-end encore. Oui, mais la seule voix qui compte dans une démocratie, et Dieu sait si la Grande-Bretagne porte en elle ce qu'est la démocratie, eh bien, c'est la voix des urnes. Donc Johnson peut aller vers un référendum, mais il peut surtout aller vers des législatives anticipées en disant, voilà, moi je vous demande de me redonner une majorité très claire. Il a ce levier en main et je pense, je ne suis pas Madame Irma, je pense qu'il aura une majorité pour appliquer un accord qui semble être un accord assez équilibré, il faut bien le dire. Mais sur les conséquences de ce Brexit en France, vous dites, oui, le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour que la France ne subisse pas trop ce Brexit, quelle que soit la sortie ? Mais ce n'est pas le gouvernement a fait ce qu'il fallait, c'est que je pense que les Britanniques resteront des partenaires. Ils vont rester des partenaires commerciaux. On ne va pas du jour au lendemain tourner le dos aux Britanniques. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui sont actées par cet accord, et là ça n'a rien à voir avec le gouvernement français, qui sont actées par l'accord avec l'Union européenne. Tout ça me semble assez équilibré. Qu'il y ait des ajustements et qu'il y ait une période d'ajustement, c'est une évidence. Il y aura une période d'ajustement. Mais en revanche, allons vers cet accord, allons vers le 31 octobre, laissons les Britanniques vivre leur vie, reprendre leur liberté, c'est leur souhait, et trouvons avec eux d'ailleurs des nouvelles modalités de dialogue, de fonctionnement, de partenariat. Les Britanniques doivent rester nos partenaires et nos amis d'ailleurs. Toujours dans l'actualité internationale, même s'il y a des connexions avec la France, ce week-end, une petite cacophonie sur le retour des djihadistes du front syrien et de leurs familles sur le territoire français pour qu'ils y soient jugés. C'est une déclaration notamment du coordonnateur des juges d'instruction antiterroristes français qui, lui, préconise le retour de ces djihadistes sur le sol français. Quelle est votre position là-dessus ? Je ne crois pas du tout que le retour des djihadistes sur le sol français soit une bonne chose pour la sécurité de nos compatriotes. Je crois qu'on va ajouter aux difficultés que nous connaissons, qui sont des difficultés de surveillance déjà d'un certain nombre de personnes radicalisées, eh bien, des difficultés à surveiller ces 250 djihadistes qui vont être dans la nature, parce qu'ils ne vont pas arriver à être en prison, puisque pour aller en prison, il faut un jugement. Donc on va retrouver des gens forcément dans la nature. 250, ça comprend les familles aussi. Oui, ça comprend les familles, pas par que exemple. des terroristes. Mais certains sont déjà revenus. Marine Le Pen disait dernièrement que je crois que c'est la nièce de M. Klein, qui est une des pires abominations du terrorisme islamiste, est déjà revenue en catimini sur le sol français. Elle doit faire, au moment où nous parlons, probablement ses courses ou prendre un café quelque part. Eh bien, moi, je ne veux pas de ça. Je pense que nous n'avons pas à nous encombrer de gens qui veulent simplement notre mort. Nous n'avons pas à nous encombrer de gens dont l'idéologie va les amener à poser des bombes, à tuer nos compatriotes. Et si on n'est pas capable de surveiller déjà, parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires mis en place, tous ceux qui sont déjà radicalisés dans notre pays, c'est pas pour en faire revenir 250
On n'a pas besoin de ça, foutez-moi tout ça dehors. Un mot sur les municipales, hein, Sébastien Chenu, vous nous avez beaucoup parlé de votre territoire en début de cette interview. Est-ce que vous êtes candidat aux municipales ? J'ai pas encore pris ma décision. Je dois dire que dans ma circonscription, 3 villes, Écaudin, Douchy-les-Mines, Denain, mériteraient qu'on puisse en changer la direction. Des villes où il y a une insécurité importante et surtout il n'y a pas de projet à long terme, c'est-à-dire pas de vision de son territoire. Et moi, ça m'intéresse de bâtir une vision pour mon territoire dans ces communes-là. On a des très bons candidats. Plutôt laquelle ? Alors, des trois, plutôt Denain ? Les trois m'intéressent. Denain étant évidemment le chef-lieu et là où je vote, eh bien, j'y tourne mon regard avec attention. Mais il y a de très bons candidats localement, avec des profils très différents et probablement parfois surprenants. Il y aura des listes dans ces villes. Je prendrai ma décision en fin d'année. Sur quels critères ? Sur les critères de la disponibilité. J'ai vu que la loi était probablement en train d'évoluer également sur la capacité à cumuler le rôle de député avec un exécutif. Je vais regarder ça évidemment avec intérêt. Et puis sur la capacité évidemment à changer les choses parce que évidemment à force qu'on me pose la question, je finis évidemment par me la poser moi-même. Je pense que j'ai une dette vis-à-vis de mes électeurs. Ils m'ont élu pour faire changer les choses. Je serai au rendez-vous. Vous avez l'espoir de capter cet électorat républicain qu'il reste dans votre circonscription, des élus aussi. Je crois que vous avez eu il y a quelques jours une belle capture de guerre avec le président des Jeunes Républicains, c'est ça ? À Lille, oui. Dans ma circonscription, rassurez-vous, je ne cours après personne. Les Républicains ont fait 1% aux élections européennes et M. Bellamy a fait 1% dans toutes les villes que je vous ai citées. Autant vous dire que je n'ai pas des yeux doux à faire à qui que ce soit. Je considère en revanche que notre discours s'adresse à tous les Français qui viennent de droite ou de gauche. Oui, c'est vrai, à Lille, beaucoup des Républicains viennent. Forcément, à Lille, le candidat des Républicains, la première chose qu'il a dit, M. Daubresse, c'est qu'il était Macron-compatible. Donc je dis effectivement aux électeurs des Républicains, écoutez, venez, nous on va pouvoir ramener de la sécurité à Lille, lutter contre la bétonisation de la ville, venez avec nous. Eh bien, vous viendrez dans quelques semaines nous officialiser cette candidature, parce qu'on sent que vous êtes quand même partant pour être candidat. Merci. Je ne vous ai pas dit à quelle place. Merci Sébastien Chenu, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice Vessard-Redon. On passe tout de suite au Club des Territoires. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons notamment de ce Brexit, l'interminable feuilleton qui n'est pas sans conséquences sur la France. Vous allez le voir, ce sont des territoires, des entreprises, des professions entières touchées par l'incertitude et qui attendent de savoir comment on va sortir de cette crise. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, nous irons à la rencontre d'agriculteurs dans le Lot-et-Garonne. Une grande manifestation nationale est prévue demain. Les agriculteurs qui dénoncent le dénigrement dont ils sont victimes. Nous essaierons de comprendre les raisons de ce malaise toute la semaine avec Jonathan Dupriez et Quentin Calmet qui nous expliquent le programme. Le Lot-et-Garonne, c'est un des départements où les agriculteurs sont parmi les plus mobilisés, le plus en colère dans toute la France depuis plusieurs semaines. À Agen, début octobre, c'est même tout le centre-ville qui a été complètement bloqué, paralysé par les manifestations. Alors pour comprendre et expliquer cette colère, 3 reportages cette semaine à l'antenne de Public Sénat. Tout d'abord, il y a le débat autour des pesticides, car la tension elle est vive autour de l'utilisation du glyphosate. Certains agriculteurs ont même le sentiment qu'il y a une véritable psychose chez certains habitants du Lot-et-Garonne. Et selon d'autres agriculteurs, il faut complètement revoir le modèle autour de ces pesticides. Deuxième reportage, à voir mercredi. Nous serons au cœur de la mobilisation qui sera dans les rues d'Agen. Enfin, troisième étape à Domérac, auprès des éleveurs de vaches et producteurs de lait. Un an après le vote de la loi Egalim, on posera la question de l'utilité de cette loi. Est-ce qu'elle a beaucoup changé le rapport de force sur notamment le prix des denrées agricoles ? Et vous le verrez, les agriculteurs ils sont assez critiques un an plus tard. Eh bien, on va voir tout ça. Quentin Calmet, Jonathan Dupriez, toute la semaine dans le Lot-et-Garonne pour parler de ce malaise des agriculteurs. On va en parler avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, vous savez, avec nos partenaires des télés locales, on va au plus près de vous. On va parler agriculture, mais on va aussi parler terroir et gastronomie. On va aller en Savoie, parler du reblochon, cet emblème du savoir-faire local et sous surveillance. Vous allez le voir, une vigilance accrue suite aux nombreux rappels de l'eau. C'était
les temps en 2018 et aux mises en garde des autorités concernant la consommation de ces fromages les plus fragiles. Des faits marquants qui, vous allez le voir, n'ont pas détourné les consommateurs de reblochon de ce produit du terroir. C'est un reportage de nos partenaires de 8 Mont-Blanc, reportage de Victoria Lopez. Dans la famille Donzel, le savoir-faire se transmet de génération en génération. 200 reblochons fermiers sont produits ici chaque jour. Marie-Louise Donzel est aussi la présidente du syndicat interprofessionnel du reblochon. Elle a présenté en début d'année le nouveau plan du ministère pour une surveillance sanitaire renforcée contre les bactéries E. coli. Les agriculteurs étaient déjà vigilants, mais là, on leur a encore demandé de l'être plus. Ça veut dire qu'à la traite, au niveau du nettoyage des trévoyons, au niveau de l'hygiène, donc de cette traite, au niveau de la fin de traite, de protéger le trayon et tout ça. Et il y a vraiment eu un effort considérable des producteurs. Moi qui suis président de la filière, je suis devant vous, je veux même les remercier parce que franchement, ils ont vécu ça très difficilement, mais il y a vraiment une prise de conscience et beaucoup d'efforts de la part des agriculteurs. Si 2018 a marqué les 60 ans de la filière reblochon, l'anniversaire a été terni par de nombreux rappels de l'eau. Des produits contaminés par les bactéries E. coli présentes dans l'intestin des vaches qui peuvent rendre l'homme malade et notamment les personnes les plus fragiles. Pour éviter cette contamination, les analyses vont être multipliées. C'est vrai que la qualité sanitaire d'un fromage au lait cru, elle implique chaque maillon de la filière, du paysan jusqu'au consommateur. Le producteur doit faire une traite avec un lait de qualité, en passant aussi par le fromager, par l'affineur. C'est une attention permanente que nous avons, nous l'avions, mais nous avons encore mis l'accent plus fort, un savoir-faire. Mais le consommateur doit aussi veiller à respecter la chaîne du froid. 43 000 analyses sont ainsi réalisées dans le cadre de ce nouveau plan de surveillance. Un plan dont le budget s'élève à 800 000 € par an pour 2019 et 2020. La demande de reblochon est quant à elle, selon les producteurs, toujours en hausse. Voilà pour ce reportage sur ce bon produit du terroir. On le disait toute la semaine, on va s'intéresser à ce malaise agricole avec nos reportages en région. Et Sophie Fay, ce malaise agricole, eh bien, il a plusieurs facteurs. Il a plusieurs facteurs. Un agriculteur en France se suicide tous les 2 jours. Donc on a essayé de faire un reportage que vous pourrez trouver sur le site de l'Obs avec l'association Solidarité Paysans. Et un des drames, c'est que en fait, les agriculteurs ne contactent l'association que quand vraiment ils sont au bout du rouleau, au dernier moment, et souvent il est tard pour agir. Donc c'est bien que vous en parliez, c'est bien qu'il y ait cette prise de conscience et c'est bien qu'ils se sentent moins seuls et qu'ils n'hésitent pas à faire appel aux gens qui peuvent les aider beaucoup plus tôt et pas avant qu'il soit trop tard. Il faut dire que c'est une association méconnue, c'est ce que vous dites dans votre papier, que les agriculteurs, eh bien, ils ne savent peut-être pas vers qui se retourner, ils ne savent pas que ce genre d'association existe. Oui, c'est difficile, mais donc justement, je trouve que la prise de conscience générale est une bonne chose. Arnaud Benedetti, sur ce malaise agricole, est-ce qu'il est de plus en plus vif ou est-ce que finalement il existe depuis plusieurs années et on n'en parlait pas? Il est récurrent depuis de très nombreuses années. La réalité d'abord, c'est qu'il y a plusieurs types d'agriculture. Il n'y a pas qu'une agriculture. L'agriculture d'élevage, c'est pas l'arboriculture, c'est pas les céréaliers. Donc il y a une diversité, j'allais dire, sociologique sur le plan professionnel d'agriculteurs. L'autre sujet, c'est que ce sont des professions qui se sont beaucoup adaptées depuis un certain nombre d'années. On leur a demandé beaucoup d'efforts et ils les ont effectués. Ils se sont, pour la plupart d'entre eux, très gravement endettés et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation qui est très compliquée parce que finalement, le rapport de la société française à l'agriculture, c'est un rapport assez ambigu où en effet, la France est un pays agricole même dans son économie, dans ses territoires, par tout ce que ça induit indirectement en termes d'activité économique autour du monde agricole. Et c'est aussi une profession qui est très souvent, ou en tout cas qui se sent stigmatisée, notamment sur les questions environnementales. Donc le rapport est très ambigu. Cette ambiguïté de la relation de la société française qui est à la fois très attachée au monde rural, on le voit, les succès réguliers chaque année du Salon de l'agriculture témoignent de cet attachement des Français, et notamment des urbains, au monde rural, et en même temps un discours qui parfois un discours politique ou un discours médiatique aussi qui vient d'une certaine manière si ce n'est les stigmatiser, en tout cas contester un certain nombre de leurs pratiques. Donc le monde agricole aujourd'hui c'est un monde qui est, comme on dirait en sociologie, en situation d'anomie, c'est-à-dire qui n'a plus les repères qui étaient les siens. Et vous savez que l'une des causes aussi du suicide, ça a été d'ailleurs expliqué il y a très très longtemps par un grand sociologue, Émile Durkheim, c'est l'anomie, c'est-à-dire c'est la perte de repères, et c'est ce qui explique aussi la dimension sociale
des suicides qui sont ceux des agriculteurs. Et puis l'une des causes de ce malaise, c'est évidemment le prix, des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leurs produits. Alors on pouvait penser qu'Emmanuel Macron l'avait compris, puisqu'il avait fait sa première grande loi sur l'agriculture pour réinverser la construction du prix entre les agriculteurs, les distributeurs et les intermédiaires. Mais on voit bien que cette loi, elle peine à porter ses fruits. Et pour l'instant, dans certains secteurs, il n'y a pas encore les résultats de cette fameuse loi agriculture et alimentation. Cette fameuse loi Egalim. Une des raisons du malaise des agriculteurs aussi, c'est ces arrêtés anti-pesticides pris par de nombreux maires. Et là, on en revient à ce que disait Arnaud, Guillaume Doyen, cette opposition finalement entre agriculture et écologie qui n'est peut-être pas toujours justifiée. Qui n'est pas toujours justifiée, qui n'est pas toujours démontrée scientifiquement et qui a été prise, à mon avis, par un certain nombre de maires un peu rapidement, sans examiner tous les tenants et les aboutissants de la décision qu'ils pouvaient prendre, ni même les conséquences que ça pouvait avoir sur les agriculteurs. Et on n'est pas du tout sûr d'ailleurs que ça puisse améliorer la santé de quiconque, ce type d'arrêté. Et puis globalement, ce type d'arrêté traduit aussi une méconnaissance profonde maintenant de ce qu'est le monde agricole et de ce qu'est le monde, la ruralité aussi. C'est un déclin permanent. Donc l'agriculteur, il se sent seul dans un monde, dans des régions, dans des départements qui se dépeuplent aussi. Et ça, à mon avis, ça doit peser lourd également sur leur morale. Est-ce qu'on est dans cette méconnaissance, dans ce fossé du coup qui est en train de se creuser entre les Français et leurs agriculteurs ? Je ne sais pas si on est dans ce fossé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde agricole est un monde qui est ouvert aussi à la concurrence. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire c'est un monde qui subit de plein fouet la concurrence. Et il est clair que les conditions de production des agriculteurs français ne sont pas les conditions de production. Je pense par exemple dans le domaine de l'arboriculture, qui est un domaine où finalement il y a une concurrence assez forte qui s'exerce. Par exemple dans le domaine de la pomme, on voit bien que par exemple les arboriculteurs polonais ou les arboriculteurs d'Amérique du Sud n'ont pas, disons, les charges qui sont celles des arboriculteurs français. Donc il y a là aussi cette réalité, c'est que ce monde apparaît comme un monde, encore une fois, finalement, assez replié sur lui-même, mais ce n'est pas un monde qui est replié sur lui-même, c'est un monde qui affronte la mondialisation depuis des décennies. Et donc, il est confronté à cette réalité-là aussi. Sophie Fay. C'est un monde en très grande transition. On voit bien qu'il y a à la fois une demande des Français de plus d'écologie. Ils en veulent plus de ces pesticides. Donc les maires ont peut-être aussi un peu raison de prendre ces arrêtés. Et en même temps, il y a cette tristesse des agriculteurs de ne pas reconnaître ce qu'ils font, eux, pour la nature, puisque finalement, ce sont eux qui sont les plus proches. Donc, ils sont, eux, pris en tenaille dans cette transition, pas reconnus. Et peut-être qu'en plus, ça va aller beaucoup plus loin. On en est qu'au début. On voit bien que les habitudes alimentaires changent. La France est le pays qui a été le plus vite dans le changement de ses habitudes alimentaires. Par exemple, c'est là où on va le plus loin en mangeant moins de viande rouge et en allant plus vers les viandes blanches. Par exemple, on est en avance sur l'Allemagne. Donc, tous ces changements, effectivement, pèsent sur les prix, pèsent sur les ventes. Et ils sont au cœur de ça. Et peut-être qu'on ne reconnaît pas suffisamment le fait qu'ils soient des acteurs de ce changement. Allez, on continuera à parler, bien sûr, de ce malaise agricole tout au long de la semaine. Autre sujet, accord ou pas accord, telle est la question. On pensait que l'interminable feuilleton du Brexit allait prendre fin ce week-end, mais encore raté. Les députés britanniques ont repoussé le vote sur la validation de l'accord trouvé entre Londres et Bruxelles. La possibilité d'un Brexit sans accord n'est donc toujours pas exclue et ceci n'est pas sans conséquences en France, comme nous l'explique Aurélien Romano. Après un week-end marqué par de fortes mobilisations à Londres, l'incertitude demeure suite aux lettres contradictoires envoyées par Boris Johnson. L'une non signée demandant un report du divorce à début 2020 et l'autre plus personnelle demandant de ne pas l'accorder. Emmanuel Macron affirme qu'un délai supplémentaire n'est dans l'intérêt de personne, mais ne se prononce pas sur le fond. Le président français, comme ses homologues de l'Union européenne, serait prêt à accorder un délai technique de quelques jours si la Chambre des communes vote effectivement l'accord aujourd'hui ou demain, comme c'est prévu. Une sortie no deal, si elle doit arriver, est préparée depuis des mois par la France, mais demeure incertaine, notamment pour les ressortissants français résidant au Royaume-Uni. Surtout, elle affectera 30 000 entreprises dans l'Hexagone, d'après le patron des patrons. Pour lui, le plus dur est à venir. Côté préparatif, les douaniers s'attendent et s'organisent face à des files d'attente prolongées, notamment avec le retour des contrôles sanitaires sur les produits agricoles. La coopération policière antiterroriste sera évidemment préservée, même si la coopération judiciaire sera plus complexe. Enfin, les touristes européens n'auront pas besoin d'un visa pour des séjours de moins de 3 mois au Royaume-Uni. Arnaud Benedetti, décidément, ce Brexit, c'est un feuilleton sans fin.
Oui, c'est un feuilleton sans fin, mais qu'est-ce que cet article 50 est difficile à mettre en application. Je lisais récemment une interview d'un ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui dit en être l'inspirateur et qu'il avait finalement inspiré cet article 50 pour justement éviter qu'on considère que l'Union européenne était finalement un carcan, une prison dont les États membres ne pourraient pas éventuellement sortir. La difficulté, c'est qu'on voit aujourd'hui, au-delà des raisons qui sont aussi des raisons internes à la politique britannique, puisqu'il y a des tas, j'allais dire, de bonnes raisons pour que des parlementaires opposés se coagulent pour s'opposer à cet accord, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une difficulté fondamentale pour un État membre à sortir de l'Union européenne s'il le souhaite. Et c'est peut-être finalement l'enseignement qu'il faut tirer de cette crise, qui est une crise politique quand même majeure pour la Grande-Bretagne, qui est la plus vieille démocratie parlementaire du monde, il faut quand même le rappeler, c'est que dans les opinions publiques, le risque qui risque de s'instiller, et qui me semble un risque non négligeable, c'est que finalement, sortir de l'Union européenne, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement difficile. Est-ce que ça va dans le sens d'une bonne pédagogie pour l'Union européenne? C'est une question qu'il faut peut-être se poser. Sophie Favre, vous étiez sur place, vous avez suivi ce Brexit. Comment c'est perçu là-bas tout ça? C'est assez terrible. On a vraiment un pays qui est complètement divisé en deux. On entend, par exemple, vous voyez qu'il y a eu des manifestations de personnes qui réclament un deuxième vote, mais à contrario, il y a des gens qui disent que si le Brexit ne se fait pas, il y aura des émeutes, parce qu'il y a aussi une partie de la population britannique qui est très attachée à la démocratie, au vote, et qui veut absolument que son vote au référendum soit appliqué. Donc il y a cette tension permanente. Vous avez des parlementaires qui, à titre personnel, ont voté contre le Brexit et qui aujourd'hui disent si on sort, si on ne veut pas qu'il y ait de catastrophe économique, il va falloir accepter les règles de l'Union européenne pour garder un maximum d'accès au marché unique, et donc on va avoir ces contraintes sans avoir le bénéfice de pouvoir voter les directives européennes. Donc ils sont coincés, ils trouvent que c'est un mauvais deal pour l'Europe, mais en même temps ils doivent appliquer le résultat du référendum. Au final, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? On voit une énorme souffrance. On voit par exemple des étrangers qui vivent en Angleterre, qui ont de plus en plus recours aux psy, qui peuvent parfois pas se payer les consultations, puisqu'il y a un délai d'attente très long dans la psychiatrie publique et c'est très cher dans la psychiatrie privée. Donc il y a un réseau de psychologues qui s'est organisé pour leur venir en Inde. Et puis il y a aussi des Britanniques qui y vont parce que cette fracture du Brexit, elle traverse les familles, elle traverse les couples, et donc il y a de plus en plus de thérapies de couple autour de ce sujet. Oui, c'est un vrai sujet là-bas. Alors c'est un vrai sujet là-bas. Est-ce que c'est aussi un vrai sujet en France, notamment dans des régions, la Normandie, les Hauts-de-France? Est-ce que, Guillaume Doyen, ces régions sont prêtes à faire face à tout type de Brexit? Non. Vous êtes rassurant ce matin. Elles sont pas prêtes. Vous imaginez ce que ça signifie, un no deal, pas d'accord, restauration de frontières intégrale, kilomètres de cars, de bus, de conteneurs, des douaniers à l'ancienne. Enfin bon, le truc d'il y a 60 ans, quoi. Donc personne n'est prêt à ça, et de toute façon, ça n'arrivera pas. C'est impossible, évidemment, qu'on érige un mur autour de la Grande-Bretagne. Donc là, les Britanniques veulent d'abord voter les détails de l'accord avant de voter sur l'accord lui-même, ce que je peux comprendre. Mais le no deal, vous dites, non. on n'est pas prêt, mais pas d'inquiétude, de toute façon, ça n'arrivera pas. Bon, on n'est pas préparé, n'arrivera pas. Oui, non, mais là, c'est pas la peine de se faire peur en se disant qu'on va arrêter, qu'il va y avoir 10 km de fil de camions qui vont attendre. Peut-être qu'il y aura un certain désordre, un certain temps, mais je ne crois pas une seconde qu'on puisse engager une guerre pareille, quoi. Sophie? En tout cas, il faut s'y préparer. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que du côté français, les douanes sont beaucoup mieux préparées que du côté britannique. Et notamment, ils insistent beaucoup sur le fait que, vous savez, pour pouvoir dédouaner ces marchandises, il faudra avoir un code-barre. Et donc, les transitaires français sont prêts à travailler avec les entreprises françaises pour fournir ces éléments de dédouanement. Alors que du côté britannique, il y a pas vraiment ce métier ou cette fonction de transitaire, elle a été moins préparée. Donc on demande en plus aux entreprises françaises de le faire pour les Britanniques s'ils importent des produits. Donc ça va être effectivement assez compliqué. Mais je suis assez d'accord avec vous que le no deal, en fait, tout le monde est en train de faire ce qu'il faut quand même pour ne pas y arriver.
Arnaud Benedetti. Oui, vraisemblablement, il n'y aura pas de no deal. Le problème, c'est de savoir ce qui va se passer aussi en Angleterre. C'est-à-dire que, in fine, si on n'arrive pas à un accord assez rapidement, indéniablement, on se dirige vers des élections. C'est ça qui serait intéressant. Et du résultat des élections, on mesurera, in fine, l'effet Brexit dans l'opinion publique. Mais on peut penser que les conservateurs et que Boris Johnson puissent l'emporter parce qu'actuellement, manifestement, électoralement, la situation leur est plutôt favorable, ce qui renforcerait Boris Johnson dans sa position, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. C'est un très fin politique dans son pays. Pour nous, ça peut paraître, il peut paraître étonnant, fantasque. Ces 3 lettres, ça peut paraître un peu ubuesque. Mais en réalité, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de jouer le Parlement contre le peuple. Le peuple a voté pour le Brexit. Le Parlement n'arrive pas à délivrer ce Brexit depuis des années, d'ailleurs un peu à cause de lui, parce qu'il l'a bien instrumentalisé contre Theresa May. Et donc là, il espère être celui qui va tirer les marrons du feu de cette situation. Il est très en tête dans les sondages. On voit bien les unes des journaux britanniques aujourd'hui sont assez remontées contre l'attitude des travaillistes qui s'allient toujours à d'autres partis pour retarder aussi le dénouement. Et là, aujourd'hui, en Angleterre, il y a une envie de certains de rester, mais il y a une envie assez largement partagée de sortir de ce feuilleton parce que ça bloque tout. Ça bloque toutes les autres réformes, ça bloque toute la vie quotidienne, ça empoisonne les relations entre les gens. Oui, surtout concernant les travaillistes, ce que vous dites est très important. C'est-à-dire que l'électorat travailliste a voté majoritairement pour le Brexit. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, si vous voulez, la position majoritaire des travaillistes aujourd'hui est en contradiction avec la sociologie électorale des travaillistes. Allez, comme ce feuilleton est sans fin, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais tout de suite, on va prendre la direction d'Amiens. Comme tous les lundis, on va retrouver nos partenaires du Courrier Picard. Bonjour Mickaël Tassard. Vous êtes le rédacteur en chef du Courrier Picard. Bonjour, nous sommes ensemble tous les lundis pour parler de votre opération. Votre opération, c'est Pic Avenir. Votre sondage sur plusieurs semaines. Vous posez des questions aux habitants de votre région Picarde sur différents thèmes. La semaine dernière, c'était culture, vie associative et jeunesse. Que vous ont-ils répondu ? Eh bien, en fait, ils ont retenu vraiment le thème de l'identité locale. La culture, pour nos lecteurs, c'est d'abord de l'identité. Et on a des résultats qui invitent, j'avais noté quelques remontées, notamment un réveil de l'identité picarde. C'est une région qui a été jointe dans les Hauts-de-France en 2015. Et aujourd'hui, pour nos lecteurs, la priorité, c'est vraiment de maintenir cette identité qu'ils estiment avoir été mise à mal par la fusion des régions en 2015. Alors là, on parlait culture, vie associative. Nous, on a parlé dans ce débat du club agriculture. Et l'agriculture, eh bien, c'est justement le thème sur lequel vous allez interroger les Picards cette semaine. Oui, j'ai entendu les reportages précédemment sur votre antenne et effectivement, les problématiques entendues, je les retrouve bien, puisque la Picardie, c'est une région où l'agriculture peut être qualifiée d'intensive, qui compte 13 000 exploitations, mais c'est aussi une agriculture qui se cherche un avenir. Donc on est clairement dans le thème de l'opération qu'on a lancée depuis quelques semaines. Pour vous donner qu'un seul chiffre, 3% des agriculteurs en Picardie ont fait le passage au bio. On sait que la demande est forte, mais ce n'était pas le modèle agricole en Picardie. On pense tous, quand on pense à l'agriculture en Picardie, on pense à ces grandes plaines. 60% des pommes de terre en France viennent d'ici. On pense aussi à la ferme des 1000 vaches. Maintenant, c'est une agriculture qui se cherche un avenir. Donc 3% seulement en agriculture bio. Et puis, c'est aussi des exploitations qui ont subi le contre-coup de l'incendie de Lubrizol, puisque les dernières interdictions ont été levées la semaine dernière. Et quand on interroge aujourd'hui les agriculteurs qui ont été frappés de plein fouet par ces interdictions de vente, eh bien, on voit des situation inquiétante, notamment en termes de trésorerie. Nous avons interrogé un agriculteur bio la semaine dernière qui nous disait que ses comptes étaient dans le rouge aussi, ont basculé dans le rouge après cet incendie. Donc une grande inquiétude pour ces agriculteurs dans la région. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des conséquences de cet incendie de l'usine Lubrizol en Normandie, mais vous faites bien de nous préciser que ça va au-delà et que la région Picardie a également été touchée. Pour finir, Mickaël Tassard, on va voir votre une. Votre une, c'est comment venir à Amiens, quels sont les atouts ?
Oui, alors en fait, les assises du territoire picard pour le tourisme se sont tenues la semaine dernière et en fait, Amiens a dessiné des pistes pour son avenir en matière de tourisme et notamment Jules Verne en fait. Jules Verne, vous savez qu'il est enterré ici dans la ville d'Amiens, bien que natif de Nantes, et c'est un projet qui est dans les cartons depuis pas mal d'années maintenant et qui semble vouloir voir le jour enfin, c'est-à-dire que Amiens donnerait véritablement sa place à Jules Verne et en ferait un atout pour attirer des touristes. Eh bien voilà, vive Amiens, c'est à la une du Courrier Picard. Merci Michael Tassard d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr lundi prochain pour faire le bilan de cette semaine agriculture. Merci Michael. Un mot Guillaume Doyen sur cette opération Pic à venir et on voit ce besoin d'identité. Et oui, ils sont attachés à leur identité picarde et probablement à feu leur région picarde. Qui a été rattaché au Nord-Pas-de-Calais. Le tout est devenu le Hauts-de-France, mais en réalité, ces méga-régions qu'on a créées n'ont pas apporté pour l'instant la preuve à la fois de leur efficience améliorée et d'une réduction éventuelle des coûts de fonctionnement. C'est probablement pas une très bonne idée ce qui a été fait là. Allez, on va passer au dernier thème, c'est le budget. On va parler d'un de vos papiers, Sophie, sur les inégalités territoriales. Le marathon budgétaire a commencé. Un mot, Alex, sur ce qu'est ce marathon. Eh bien, oui, ce marathon budgétaire qui a commencé également au Sénat. Alors que l'Assemblée examine ce texte en séance publique, eh bien, les sénateurs, eux, ils ont commencé à auditionner tous les ministres, tous les membres du gouvernement sur leurs différentes missions budgétaires, avec d'abord une audition de la Commission des finances et puis une audition de la chargée de chaque mission. Donc voilà, la Commission de la culture pour le budget de l'éducation, Commission des lois, par exemple, pour le budget de la sécurité. Et puis, voilà, donc chaque commission va rendre un rapport sur le budget du gouvernement. Ensuite, la commission des finances va donner son avis sur l'ensemble du texte, va un peu émettre un avis. Et puis, ce texte va arriver en séance publique pour un examen qui va avoir lieu durant le mois de novembre. Donc, on a comme ça une période budgétaire de un mois et demi. Qui porte bien son nom de marathon. Le gouvernement qui vante un budget de baisse d'impôts cette année, Sophie Faye. Vous nous montrez dans un papier que vous avez fait pour l'Obs que cette baisse d'impôts, elle est finalement en trompe-l'œil et qu'il y a beaucoup d'inégalités territoriales. Alors, la baisse d'impôts, elle est réelle. C'est l'effet gilet jaune. Il y a un vrai effort du gouvernement. Il y a un vrai effort du gouvernement pour qu'elle soit mieux répartie entre toutes les catégories de revenus. Et quand on regarde le travail qu'a fait l'Institut des politiques publiques, qui dépend de l'économie de Paris, on voit bien que cet effort de répartition dans toute la population fonctionne et que tout le monde en profite, sauf une toute petite catégorie de ménages qui subit encore les hausses de fiscalité sur le tabac, par exemple, et qui ne gagnent rien. Mais en revanche, une députée socialiste, Valérie Rabault, a regardé dans le détail comment ce budget allait profiter au territoire. Et on voit un effet un peu compliqué, qui est que vous savez, on essaye de baisser les impôts pour tout le monde, mais il y a une partie des Français qui étaient non imposables, donc qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu et qui étaient déjà exonérés de taxes d'habitation. Donc ces Français, quand on leur baisse l'impôt sur le revenu et quand on diminue ou quand on supprime la taxe d'habitation, ils ne profitent de rien. Et donc on ne peut pas baisser leurs impôts en dessous de zéro. Ils vont bénéficier un peu pour certains de la prime d'activité, mais pas tous. Et la députée fait remarquer que ces populations défavorisées sont assez concentrées sur certains territoires, donc certains territoires ruraux, certains territoires en perte de vitesse économique, ou certains, ou les territoires d'outre-mer par exemple. Et donc eux, alors que tous les autres territoires profitent d'une relance, ils vont se retrouver sans relance budgétaire, alors qu'ils en entendent parler partout, aux informations, à la télé, la radio, dans les journaux. Et eux, ils n'ont rien. Et ces territoires vont avoir un vrai décalage par rapport aux autres. Et c'est exactement ce qu'on voit déjà dans les statistiques de l'INSEE qui montrent que la pauvreté augmente. Alors, c'est pas forcément parce que le niveau de vie des plus pauvres baisse, mais c'est parce que l'écart entre les populations les moins favorisées et celles qui profitent à plein de ces baisses d'impôts augmente. Oui, enfin ça relance la problématique des gilets jaunes d'une certaine manière, parce qu'on voit que les territoires qui sont finalement les territoires les moins touchés par ces baisses d'impôts sont la plupart du temps les territoires qui ont, disons, donné la plus forte mobilisation qu'on a connue l'année dernière, à partir du mois de novembre, dans le pays. Donc ça pose un problème politique sur le fond, parce que, in fine, si vous voulez, la question du rattrapage des inégalités territoriales, c'est une question essentielle
essentiel, puisqu'on voit bien aujourd'hui que le problème de la France, c'est que nous avons abandonné depuis maintenant un certain nombre d'années toute politique d'aménagement du territoire. D'ailleurs, le mot même aménagement du territoire n'existe plus dans le vocabulaire politique. Si on dit on parle de cohésion des territoires, mais c'est pas tout à fait la même chose. La question aujourd'hui, elle est essentielle. Et l'autre sujet, c'est que l'équation budgétaire, c'est l'équation budgétaire aussi de l'équilibre. C'est-à-dire les baisses d'impôts, certes, vont profiter à un certain nombre de catégories, mais la difficulté aujourd'hui, c'est le retour aux grands équilibres budgétaires. Et sur ce plan-là, Emmanuel Macron, et c'est un vrai souci pour lui, parce que finalement, c'était un des sujets sur lesquels il était vraisemblablement le plus crédible en matière de discours politique. Manifestement, aujourd'hui, la nécessité de prendre en compte cette injonction quasiment bruxelloise d'arriver à des budgets qui soient des budgets aujourd'hui équilibrés dans l'épure des 3% semble très éloigné de l'objectif initial. Guillaume Drian. Sur cette question-là que vous avez mentionnée, qui est vraiment importante, en effet, on ne peut pas baisser les impôts des gens qui n'en payent pas, et ça aurait dû appeler il y a quelques années déjà, au moment où Hollande a été élu, c'était à la demande de Piketty, de l'économiste Piketty, une refonte totale du calcul de l'impôt sur le revenu auquel on aurait intégré la CSG. Donc aujourd'hui, des gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu payent quand même la CSG au premier euro gagné. Donc ils acquittent quelque chose. Mais si vous voulez, quand on procède à une baisse fiscale, ils n'en profitent pas du tout. Donc vous voyez, vous avez un système global de l'impôt en France aujourd'hui qui, malgré la disparition de la taxe d'habitation, n'est toujours pas plus lisible, est toujours aussi complexe et probablement toujours aussi injuste. Sophie, pour finir sur ce sujet. Oui, alors pour l'instant, c'est vrai que cette question de la CSG, de la fusion de la CSG de l'impôt sur le revenu est absolument plus dans le paysage politique, plus personne ne la défend. Donc c'est un vrai problème. Alors, il y a quand même une prise de conscience du gouvernement à travers le plan pauvreté, mais qui va être assez long ils le veulent structurel, donc ça va être assez long à produire ses effets. Et puis il y aura l'année prochaine quand même un effet de cette prime d'activité, qui est quand même une forme d'impôt négatif, qui rend du pouvoir d'achat aux personnes qui travaillent avec des petits revenus, qui est quand même à saluer, mais juste à l'instant T, elle ne se matérialise pas encore. Et comme les effets ne se voient pas, comme le dit Sophie, est-ce que ça peut relancer cette crise des Gilets jaunes ? Est-ce que les Gilets jaunes peuvent se dire, mais finalement on n'a pas été entendu, les résultats ne sont toujours pas là ? Les ferments de la crise des Gilets jaunes existent. D'ailleurs, le président de la République l'a reconnu lui-même cet été au bas du fort Brégançon en disant tout simplement la crise des Gilets jaunes n'est pas derrière nous. Le problème, c'est que, si vous voulez, la structuration même du mouvement, en l'occurrence, n'est pas une structuration qui permet d'assurer vraisemblablement une pérennité à ce type de mouvement. Mais les mobilisations peuvent reprendre à tout moment, ne serait-ce que, par exemple, sur la question de la réforme des retraites. Allez, on va passer à la revue de presse quotidienne régionale. Pour terminer, c'est avec vous, Alex. Et Alex, on reparle du Brexit, c'est à la une de Ouest France. Et oui, Ouest France qui consacre sa une au Brexit et à Boris Johnson. On l'a dit, le Premier ministre britannique qui joue la confusion autour de l'accord de sortie avec l'Union européenne, avec ces fameuses lettres qu'il a écrites à Bruxelles. D'abord une lettre pour dire qu'il demandait un délai supplémentaire, ensuite une lettre pour dire qu'il était finalement opposé à ce délai supplémentaire. Et regardez ce dessin amusant de l'illustrateur Chonu dans Ouest France avec Boris Johnson qui pilote le train de l'accord sur le Brexit, un train de l'accord sur le Brexit qui ne mène nulle part. Un beau dessin. Et à la une de l'Ardennais, on en parlait, c'est cette hausse de la taxe foncière. Et oui, la taxe foncière avec un chiffre vertigineux, 31% de hausse en 10 ans, c'est la moyenne dans les Ardennes. La taxe foncière qui est payée chaque année par les propriétaires de biens immobiliers imposables. Et l'Ardennais, le journal L'Ardennais qui consacre une double page à ce sujet qui préoccupe beaucoup les habitants avec une carte très intéressante. Regardez, une carte qui montre la hausse dans chaque commune en 10 ans et on voit que dans certaines communes, eh bien, la taxe foncière a été multipliée par 2, une hausse de 100% en 10 ans, tout simplement. Notez qu'à partir de 2020, cette taxe foncière va revenir essentiellement aux communes avec la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe d'habitation. Et puis on va terminer avec le malaise des agriculteurs, c'est à la une de La Voix du Nord. Et oui, souffrance dans nos campagnes, c'est le titre de La Voix du Nord, alors que dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, eh bien, il y
y a des centaines d'agriculteurs qui sont aidés par l'association Arcade pour lutter contre ce sentiment d'isolement qui grandit dans les campagnes. Et dans La Voix du Nord, il y a également une double page très intéressante avec, selon le journal du Nord, un agriculteur qui se suicide chaque jour et puis un témoignage poignant, celui d'une jeune agricultrice, Camille Borin, qui est devenue veuve à l'âge de 24 ans. Son mari, après une première tentative, s'est suicidé en octobre 2017 et elle a décidé d'écrire un livre sur leur quotidien difficile avant ce drame, un quotidien où ils devaient vivre avec pas moins de 300 € par mois. Et ce livre s'intitule « Tu m'as laissé en vie ». Merci beaucoup Alex pour cette revue des unes de la presse quotidienne régionale. Les unes de nos invités. Sophie, on va commencer avec vous. La une de l'Obs, l'intelligence artificielle qui bouleverse nos vies. Oui, c'est Yann Lequin qui est le monsieur intelligence artificielle de Facebook qui nous explique à la fois les côtés positifs qu'on peut en attendre et pourquoi il ne faut pas en avoir peur, mais qui nous montre un côté négatif. On parlait d'inégalité tout à l'heure et il est probable que l'intelligence artificielle creusera les inégalités. Juste un petit point tout à l'heure, je vous ai dit que la prime d'activité ne se matérialisait pas. Ça ne se matérialisait pas dans les statistiques de l'INSEE sur la pauvreté, mais en revanche, de plus en plus de Français la demandent, donc au quotidien, ça ne se matérialise pas. Merci pour cette précision, Sophie. La une de la Gazette des communes, Guillaume, délinquance des mineurs, les maires ne lâchent rien. Et ben voilà, c'est pour vous dire qu'ils s'engagent toujours plus et que ça fait d'ailleurs les affaires du gouvernement qui est trop content d'avoir les maires à ses côtés et de pouvoir un peu se retirer ses moyens propres. Et je vous assure que ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est à lire dans la Gazette des communes, la revue politique et parlementaire. Avec vous, Arnaud. Et puis Arnaud, on va parler également de votre livre, un livre écrit avec Catherine Bréchignac. Le progrès est-il dangereux? Un petit mot. Oui, c'est un livre que j'ai écrit avec Catherine Bréchignac, qui est l'ancienne directrice générale du CNRS, et on prend 7 sujets, les fake news, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, autant de sujets qui aujourd'hui font l'actualité à la fois sur le plan scientifique, sociétal, technologique, qui inquiètent aussi parfois les opinions publiques et qui parfois déroutent aussi les politiques, parce que le problème des politiques, c'est face au problème des questions technologiques et des questions scientifiques, ils sont souvent désarmés, ils n'ont pas les réponses par rapport aux pressions de l'opinion. Et voilà, c'est dans votre livre. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. À 16h30, Rebecca Fitoussi, allons plus loin. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le